Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pablo Agustín Artera Villan. Je suis chercheur à l'Université Complutense de Madrid. La présentation que je vais partager aujourd'hui s'intitule Cognition émotionnelle et persuasion politique vers une approche neuropsychologique du langage. Ce travail s'inscrit dans une recherche interdisciplinaire qui valorise précisément les croisements entre linguistique, communication et sciences cognitives. Mon objectif, c'est que dans ce projet, c'est que d'explorer les rôles du langage et de la voix dans la formation d'émotions politiques et plus particulièrement de comprendre comment la procédure, la structure et les rythmes du discours populiste produisent des effets cognitifs et des affectifs sur les publics. Dans la sphère politique contemporaine, les discours ne se réduisent plus à la transformation et transmission des idées, mais ils constituent un instrument d'activation émotionnelle. Les leaders charismatiques, qu'il s'agisse de Trump, Le Pen, Farage ou Abascal, parviennent à mobiliser les foules moins par leurs arguments que par la manière de les dire. Leur succès repose sur une sorte de synchronisation émotionnelle, un phénomène de résonance affective où les publics ressentent presque corporellement le rythme et l'attention de la parole. Alors, l'objectif de ma recherche est donc double. D'une part, d'identifier les marqueurs linguistiques de cette perception émotionnelle et d'une autre part, proposer un modèle interprétatif neuropsychologique qui relie la production du langage à la réponse affective du cerveau social. Donc, l'hypothèse centrale est que la persuasion n'est pas seulement du sens du mot, mais de la dynamique émotionnelle qui s'installe entre les locuteurs et l'auditoire. Alors, les cadres théoriques articulent trois traditions. Premièrement, celle de la cognition émotionnelle à travers les travaux de Damasio, Ledoux et Panksepp, qui montrent spécifiquement que la raison et l'émotion ne sont pas deux systèmes séparés. Ce sont des dimensions interdépendantes de la prise de décision. Deuxièmement, la théorie du cerveau social, proposée notamment par Dunbar et Fritz, selon laquelle la communication humaine a évolué comme un mécanisme de cohésion et d'appartenance. Enfin, la recherche sur la procédure et la persuasion, développée par Coates et Schirmer, ou encore Russ et Brice, montre que la modulation rythmique, la musicalité et les variations des tons constituent des signaux cognitifs puissants dans l'interprétation du discours. Ainsi, l'émotion politique ne peut pas être comprise uniquement comme un contenu idéologique. Elle doit être pensée comme un processus cognitif incarné qui engage la mémoire et la perception et la voix. Pour examiner ces mécanismes, j'ai constitué un corpus comparatif de 12 discours politiques intégralement transcrits. Il s'agit des discours de Donald Trump, Nigel Farage, Marine Le Pen et Santiago Abascal, couvrant les périodes de 2006 à 2024. Les textes proviennent des archives publiques et des collections déposées sur Zenodo, ce qui garantit la traçabilité et la reproductibilité des analyses. La méthodologie alors repose sur une analyse textuelle qualitative et pas acoustique. Cela signifie que je me concentre sur la procédure orthographique, c'est-à-dire les indices visibles du rythme et de l'émotion dans les transcriptions. Majuscules, exclamations, pauses, points de suspension, etc. Ces signes, souvent négligés, traduisent une partie du ton et de l'intensité vocale. Je les relis ensuite
à des indices lexicaux. Moins de colère, de fierté, de peur et d'espoir. Et à des stratégies discursives. Ça veut dire opposition nu-e, moralisation ou légitimation. L'analyse combine donc la linguistique, la psychologie cognitive et une interprétation pragmatique de la performance. Alors, les trois niveaux d'analyse sont les suivants. En premier temps, la procédure orthographique qui sert des traces visibles de la musicalité du discours. La longueur de phrase, la répétition et la ponctuation créent un rythme émotionnel. Alors, l'affect lexical, en deuxième temps, c'est-à-dire les champs sémantiques liés à la colère, à l'enthousiasme et à la confiance ou à la peur. Finalement, le cadrage discursif qui correspond à la manière dont l'orateur construit les mots moraux de son récit. Les bons et les méchants, le peuple et l'élite, les saveurs et les menaces. Ces trois dimensions composent ce que j'appelle une grammaire affective de la persuasion politique, un système de régularité qui unit syntaxe, rythme et l'émotion. Alors, le premier est le schéma ascendant intensif, caractérisé par une montée en tension, une accélération du rythme et une accumulation de formules fortes. C'est le style typique de, par exemple, Donald Trump et aussi de Santiago Abascal, un langage performatif qui vise la mobilisation immédiate. Alors, le second est l'alternance empathique, où la parole alterne moment de tension et pause expressive. On les retrouve chez Marine Le Pen ou Nigel Farage. Il s'agit d'un style de proximité, d'un dialogue fin avec le public qui suscite la confiance et l'adhésion. Enfin, le troisième schéma est la modulation narrative, un style plus posé, plus explicatif, où la voix devient le fil conducteur d'un récit collectif. Ces trois stratégies, malgré leurs différences, ont en commun de créer une synchronisation émotionnelle. Le public ressent ce que les livres expriment. La comparaison entre les quatre figures est simplement instructive. Chez Trump et Abascal, on observe un langage combatif, riche en répétitions et en contraste et impératif. Leur discours est fortement orienté vers la mobilisation, comme on avait dit d'avant, et il s'adresse à l'instinct, au sentiment d'urgence et la transforme de la colère en énergie politique. À l'inverse, Farage et Le Pen adoptent une tonalité un peu plus empathique et narrative. Ils construisent une relation plus intime avec le public et un nu un peu plus inclusif, une logique de victimisation partagée et un appel dans la dignité nationale. Ainsi, la perception populiste n'est pas uniforme. Il se décline selon des profils cognitifs et des émotionnels distincts, mais convergent dans la même finalité, que c'est à la fin produire de la cohésion affective. Ces résultats confirment que les textes transcrits gardent les empreintes de la voix et de la performance. Même sans écouter les discours, la structure linguistique suffit à révéler les dynamiques émotionnelles. Autrement dit, l'émotion est inscrite dans la forme du langage, dans ses rythmes, dans ses répétitions et même sa respiration. Cela invite à repenser la frontière entre linguistique et neurosciences. La persuasion n'est pas seulement une question de mots, mais des signaux neuroaffectifs, perçus et interprétés par les cerveaux sociaux. Chaque pause, chaque intensification ou appel collectif active alors les circuits neuronaux de la confiance et de la cohésion, ce que les neurosciences sociales décrivent comme un couplage intersubjectif entre orateur et l'auditoire.
Alors, pour finaliser, à partir de là, on a plusieurs perspectives qui s'ouvrent. D'abord, la possibilité de développer une neuropragmatique du discours politique, c'est-à-dire une approche nouvelle qui relie la linguistique à la cognition incarnée. Ensuite, des applications concrètes, l'analyse de la communication persuasive, la formation à la parole publique ou encore la détection des émotions collectives dans les médias. Ces résultats, à la fin, soulignent l'importance d'intégrer les sciences du langage et les neurosciences sociales dans une même démarche critique capable d'expliquer pourquoi certaines paroles captivent et les autres laissent indifférents. Ils rappellent aussi que les pouvoirs politiques s'exercent par la voix autant que par l'idée. En conclusion, cette étude montre que la voix politique agit comme un instrument neuropsychologique de la persuasion. Elle met en lumière le rôle central du rythme et l'émotion de la structure discursive dans la production du charisme. Comprendre la parole politique, c'est comprendre comment les langages façonnent la réception, l'attention et la mémoire collective. Je vous remercie sincèrement de votre écoute de votre intérêt et de votre intérêt. Je reste à votre disposition pour toute question ou discussion après cette communication. Merci.